Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Reverse Proxy. Qu'est-ce que c'est, comment ça s'installe, comment ça se configure, etc. Alors je dis dans cette vidéo, mais en fait je devrais dire dans cet épisode. J'ai retourné la problématique dans tous les sens, mais si je veux vous fournir un contenu assez complet avec des explications relativement détaillées, ou en tout cas vous fournir du contexte au choix que j'ai fait pour installer tout ce que vous voyez à l'écran, comment je l'ai installé et comment je m'y suis pris, et bien forcément je peux pas le faire dans un temps très court. Et donc dans cette première vidéo, donc ce premier épisode, on peut le voir comme ça va être très théorique, mais on va parler de comment choisir ce reverse proxy et quelles sont les contraintes techniques que vous avez chez vous, sur votre installation, sur votre connexion internet, et du coup quelles sont les décisions que vous devez prendre en termes de choix pour installer ce reverse proxy. En particulier, on va parler d'IP fixe ou dynamique, de génération de certificats, de choix de nom de domaine, de choix même de technologie de reverse proxy, donc quel reverse proxy vous pouvez utiliser, de type de déploiement, etc. Et donc, ici, vous aurez dans cette vidéo-ci quelque chose d'assez théorique, on va pas manipuler, rien du tout, on va pas lancer des lignes de commande ou installer des reverse proxy. Je vais juste vous expliquer différentes choses qu'il faut bien comprendre avant de se lancer, pour que vous compreniez les enjeux. En termes de reverse proxy, chez moi, même si j'en ai plusieurs, mon reverse proxy principal, c'est celui qui est hébergé dans mon NAS. J'ai fait toute une playlist autour du NAS si ça vous intéresse, donc comment choisir le matériel, les disques durs, le déploiement RAID, le type de logiciel à mettre dessus, etc. etc. Et un des aboutissements de l'installation de mon NAS, c'est la mise en place d'un reverse proxy et d'un portail applicatif pour derrière aller accéder à un tas de services hébergés sur mon serveur, donc mon NAS. Et ce reverse proxy, je vais vous en faire une démo assez rapide, juste pour vous montrer de quoi il est capable, qu'est-ce que j'ai déployé comme service dessus, et du coup pour vous donner envie d'en savoir plus, et de découvrir qu'est-ce que vous pouvez vous-même mettre en place sur vos propres reverse proxy. Une des premières choses qui est disponible sur mon reverse proxy, vous le voyez ici, c'est Nextcloud. Nextcloud, c'est un applicatif qui permet d'accéder à des données de manière collaborative, avec agenda, chat interne, etc., de partager des documents, de les mettre en ligne, de partager des photos et tout ça. Et ce type d'applicatif, c'est très intéressant de les avoir accessibles sur internet pour que quand vous n'êtes pas chez vous, vous puissiez récupérer vos documents, les manipuler, les éditer, etc. Sur mon smartphone, vous voyez que je suis actuellement connecté en 4G, donc je ne suis pas connecté sur le réseau Wi-Fi de mon logement, et donc c'est comme si j'étais pas dans le logement, et vous voyez que j'ai une application Android, Nextcloud, qui me permet comme ça facilement d'accéder à mes documents, de les manipuler, de les éditer, montrer mes photos, les partager, etc. Vous voyez également qu'il y a la notion d'utilisateur, donc vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui ont des espaces de fichiers communs ou partagés pour qu'ils puissent y déposer des fichiers. Et puis derrière, tout ça est hébergé dans mon NAS, et mon NAS gère les réplications, les backups, les sauvegardes à long terme de toutes ces données-là. Et donc c'est un des premiers rôles de mon reverse proxy, de sécuriser l'accès à des services comme Nextcloud, donc se mettre en frontal, venir servir de garde-barrière, en fait, de vérifier que la machine qui se connecte sur ce serveur a les droits de se connecter sur ces serveurs, peut le faire, quels sont les services qui sont exposés sur internet, quels sont les services qui ne le sont pas, et gérer comme ça les droits d'accès. Je vais vous montrer aussi rapidement ce portail-là pour vous montrer de quoi est capable mon reverse proxy, et puis ensuite on va aborder la théorie, vous pourrez vous constituer votre petite liste de courses pour comprendre exactement de quoi vous avez besoin, en fonction de votre opérateur d'accès internet, en fonction du type de machine sur lequel vous déployez, du type de reverse proxy que vous voulez déployer, comment vous allez déployer les applications qui se trouvent derrière, conteneur ou pas conteneur, des choses de ce type-là. Vous comprendrez peut-être un peu mieux les enjeux pour la génération de certificats, l'autogénération, l'auto-renouvellement de certificats, et puis la configuration de tous ces services-là. Et quand vous aurez compris tout ça, quand vous aurez eu un petit peu de temps pour assimiler tout ça, on attaquera un deuxième épisode, donc une autre vidéo, où là, ce coup-ci, je vous montrerai comment j'ai déployé ça sur une machine pour mettre tout ça en place. Si on jette un petit coup d'œil à ce que vous voyez à l'écran depuis le début de la vidéo, ce qui est ici, c'est mon portail Heimdall. Heimdall, c'est un applicatif qui se déploie sur un serveur web, ce n'est pas mon reverse proxy. Un reverse proxy n'est pas vraiment tangible en soi. C'est un serveur web dont le rôle est de sécuriser, de faire suivre les requêtes à d'autres serveurs. En lui-même, sauf si vous avez un frontal de configuration graphique, votre reverse proxy n'est pas vraiment tangible. Ce sont les services que vous mettez derrière qui vont, pour le coup, eux, être accessibles. Vous voyez que sur ce portail Heimdall, j'ai mis un ensemble de services qui me sont utiles au quotidien. Vous avez des services comme Open Media Vault, Portainer et bien d'autres qui sont locaux, c'est-à-dire que je ne peux y accéder que quand je suis connecté chez moi, donc en Wi-Fi ou avec un réseau RJ45, donc réseau câblé. Par contre, ils ne sont pas accessibles quand je suis à l'extérieur de chez moi, pour des raisons évidentes de sécurité, et puis parce qu'il n'y a aucune raison d'y accéder quand je ne suis pas chez moi. Je pourrais, très facilement en changeant 2-3 configurations, mais j'ai fait ce choix-là pour limiter la surface d'attaque si jamais mon reverse proxy était attaqué, limiter la quantité de services qui sont disponibles sur internet. Vous avez par contre d'autres services qui sont
disponibles sur internet. Je vous ai parlé par exemple de Nextcloud. Nextcloud c'est un bon exemple, je vous ai montré via le smartphone. Eh bien je peux aussi directement avec ce portail Heimdall retomber comme ça sur mon Nextcloud et je peux comme ça très facilement aller explorer mes fichiers, mes documents et autres depuis mon réseau local, mais aussi depuis internet. Donc ça me permet de récupérer des documents si j'en ai besoin, et puis surtout je peux les éditer très facilement. Je peux par exemple aller explorer les photos que j'ai sur mon NAS, et directement depuis mon smartphone, depuis un ordinateur, chez moi ou pas chez moi, je peux comme ça consulter mes documents. À côté de ça, j'ai un portail de supervision pour Swag, donc pour mon reverse proxy, ce qui me permet de voir comme ça d'un seul coup d'œil. Vous voyez en haut à droite mon certificat, puisque j'ai un nom de domaine et un certificat associé à ce nom de domaine. Donc ça me permet de vérifier que mon reverse proxy a un certificat valide et jusque quand il est valide. Ça me permet aussi de voir l'ensemble des services qui se trouvent derrière mon reverse proxy. Donc vous voyez que vous avez certains services qui sont des conteneurs Docker, vous en avez d'autres qui sont des serveurs qui se trouvent dans mon réseau, en fonction des cas de figure, en fonction de ce qui est le plus pratique pour déployer. Vous avez fail to ban qui me permet de vérifier qu'il n'y a pas d'attaque sur mon serveur, qui me permet, si jamais il y a des bots par exemple qui scannent des ports, ou qui tentent de se connecter, ou qui essayent d'utiliser des vulnérabilités connues, eh bien au bout d'un certain nombre de tentatives, ça peut les bannir automatiquement, et les bloquer définitivement ou temporairement pour éviter qu'ils attaquent comme ça ma machine. Donc en ce moment il n'y a pas de ban, mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait des IP bannis. Vous avez quelques petites informations aussi sur les news autour de ce reverse proxy là, donc Swag. Il y a un panneau aussi qui ne s'affiche pas pour le moment, mais on le verra dans une future vidéo, qui permet d'indiquer s'il y a des mises à jour à faire, puisque le conteneur lui-même, Swag, se met à jour tout seul, donc ça c'est très pratique, mais il y a des fichiers de configuration à maintenir, et quand vous n'êtes pas à jour en termes de fichiers de configuration, vous avez un petit panneau ici qui vous synthétise les changements, et vous indique où aller regarder. J'ai aussi quelques stats, mais ce que je voulais vous montrer, que j'ai mis en place et qui sera peut-être intéressant dans une future vidéo à aborder, c'est la partie identification géographique d'accès. À chaque fois que vous avez une machine qui essaye d'accéder à mon reverse proxy, elle accède forcément avec une adresse IP. Mon reverse proxy détermine la zone géographique d'appartenance de cette adresse IP, la classifie, et si l'adresse IP se trouve dans des pays que j'ai bannis, il y a par exemple l'Iran, la Russie, l'Inde, des choses de ce type-là, eh bien automatiquement le reverse proxy va bloquer les accès, donc renvoyer des 403, donc interdire l'accès aux ressources, et donc protéger l'accès aux services qui se trouvent derrière. Un autre truc qui est intéressant à vous montrer sur mon reverse proxy, c'est que j'ai un single sign-on, donc ici c'est Ocelia. À partir du moment où je me connecte sur mon reverse proxy, sur certains services ne sont pas derrière un single sign-on, par exemple Nextcloud, parce que Nextcloud utilise sa propre manière de se sécuriser, mais j'ai un single sign-on, et je peux comme ça m'identifier sur le reverse proxy. C'est lui qui gère l'authentification d'utilisateur, et qui me donne droit ensuite d'accéder à tous les services qui se trouvent derrière. Certains services sont sursécurisés, je vous ai parlé de Nextcloud, mais pour d'autres, en fait, ce sont de simples services HTTP, même pas HTTPS, par exemple duplicati, et donc si je les exposais comme ça sur internet, ce serait une catastrophe. Or là, en utilisant un reverse proxy, j'ai un frontal, quand je veux accéder à duplicati par exemple, il y a mon reverse proxy, il vérifie si j'ai bien été authentifié au préalable ou pas. Imaginons pour l'exemple que ma session Ocelia a expiré, je fais un F5, et donc vous allez voir qu'on va me redemander de m'authentifier. Je m'authentifie une première fois, mais une fois que je suis authentifié, je vais avoir accès à tous les services qui sont derrière Ocelia. C'est une authentification unique, et je peux le faire avec utilisateur mot de passe, et je peux très rapidement ajouter des seconds facteurs d'authentification, donc par exemple authentification avec un code unique généré par un smartphone, des trucs de ce type-là. Ça me coûte vraiment rien à déployer, c'est extrêmement facile une fois que c'est en place. Voilà en gros la petite démo autour de mon reverse proxy pour que vous compreniez tout ce qui est en place. C'est à la fois de la sécurité, c'est à la fois de la facilité d'utilisation, pour que au final vous ayez un espèce de frontal qui vous rassure, qui vous permet de déployer des services sur internet ou même sur votre réseau local, et qui vous permet d'y accéder indifféremment, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, donc chez vous ou pas chez vous, qui permet de bloquer certains services selon certains critères, donc que ce soit, si vous n'êtes pas chez vous, certains services sont bloqués, tout simplement, mais aussi en fonction de l'utilisateur qui va s'y connecter. Je vous l'ai dit avec de l'authentification multifacteur, mais aussi en fonction de l'endroit où se trouve l'appelant, pour le bloquer ou pas, tout un tas de sécurités qui sont nécessaires pour des services qui ne sont pas forcément préparés pour être exposés comme ça sur internet tel quel. On va partir du diagramme général de la construction de mon NAS, donc matériellement mais surtout logiciellement, donc comment je m'étais pris pour fabriquer ce NAS, assembler des services, etc. pour en faire un système fonctionnel, et puis je vais le simplifier parce que l'objectif c'est pas de vous présenter mon NAS, c'est de vous parler de reverse proxy. Donc voilà à quoi ça peut ressembler simplifié.
faut comprendre à peu près les blocs qui se présentent sur ce diagramme pour bien comprendre de quoi il est question et puis de quoi on va parler dans cette vidéo. Donc vous avez ici sur la gauche une boîte, ici c'est ma Livebox, mon opérateur c'est Orange, je suis client Sosh, et donc j'ai une box opérateur qui me permet d'avoir Internet, et c'est cette box opérateur qui sert aussi à publier les services sur Internet, donc qui permet à toutes mes machines de mon réseau à communiquer sur Internet. Vous avez les petits pointillés ici qui sont la frontière entre, à gauche, le réseau public, donc Internet, et à droite, mon réseau privé, donc le réseau interne de mon domicile, où il y a toutes mes machines. Une de mes machines, c'est le gros bloc que vous voyez ici à droite, c'est ma machine OpenMediaVault, qui contient un ensemble de services, dont ce service de reverse proxy qui s'appelle Swag. Alors on en verra d'autres rapidement, juste pour vous donner des noms et vous expliquer un peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça fait. Mais vous avez ce service de reverse proxy et d'autres services qui sont hébergés sur la machine. Donc ici il y a Nextcloud, Jellyfin et d'autres qui sont des services accessibles sur cette machine. Et pour comprendre à quoi sert un reverse proxy, faut comprendre comment une machine communique pour aller sur Internet, mais aussi comment d'autres machines sur Internet communiquent avec vos machines en interne. Alors imaginez que cette machine OpenMediaVault, elle a besoin d'accéder à Internet. Pour accéder à Internet, elle ne peut pas le faire toute seule, elle a besoin d'une gateway pour sortir du réseau dans lequel elle se trouve et aller sur un autre réseau. La gateway en question, c'est la Livebox, puisque c'est ma box opérateur et c'est celle qui va me permettre de sortir de mon réseau pour aller sur Internet. Donc ma machine OpenMediaVault, elle a une adresse IP qui est privée, qui est spécifique à mon réseau interne, et c'est cette adresse IP qui lui permet de discuter avec les autres machines du réseau. L'adresse IP privée de ma machine OpenMediaVault, vous la voyez dans toutes mes vidéos, c'est 192.168.1.40. Ma Livebox a, elle, une adresse IP publique, 53.61.153.171, qui, elle, permet de dialoguer avec les machines d'Internet. Donc toutes les machines qui se trouvent sur Internet ont des adresses IP publiques et peuvent comme ça discuter entre elles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma machine OpenMediaVault, donc pour pouvoir sortir sur Internet, a besoin d'une gateway. La gateway, donc ma Livebox Orange, a une adresse IP interne, 192.168.1.1. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les DNS, les DHCP et le principe d'adressage d'un réseau privé-public. J'ai fait une vidéo donc où je vous explique comment mettre en place un service DHCP et donc comment fonctionne tout ce service d'adressage. Eh bien, ma machine OpenMediaVault, quand elle a besoin d'un service qui se trouve sur Internet, par exemple pour faire ses mises à jour, elle a besoin d'un service de pactage qui s'appelle apt, et donc elle a besoin d'accéder à Internet et à ce service qui est en ligne pour aller récupérer les mises à jour dont elle a besoin. Et donc, elle émet une requête au travers de son adresse IP privée vers la gateway. La gateway fait sortir via l'adresse IP publique sa demande et va sur le serveur de mise à jour qui va répondre à cette machine. Donc ça c'est le cas où la machine en question a besoin d'accéder à une ressource, qu'elle soit en local sur votre réseau privé ou sur Internet. Par contre, quand c'est dans l'autre sens, imaginez ce petit smartphone a besoin d'accéder à cette machine OpenMediaVault pour accéder à des données qui sont dessus, là ça se passe de manière beaucoup plus compliquée. Pourquoi ? Parce que le smartphone doit d'abord connaître l'adresse IP publique de cette machine. L'adresse IP publique, on l'a vu, c'est celle-ci, c'est mon adresse à moi, chez mon opérateur Orange. Et donc elle va s'adresser à cette adresse IP sur un port en question, donc ici ça va être le port classique 443, le port HTTPS, donc le port HTTP sécurisé. Mais ensuite elle a besoin de faire suivre cette requête à la machine en question. Et donc pour faire suivre à la machine en question, eh bien il y a des règles de routage dans la Livebox qui vont faire savoir donc à cette Livebox, quand on a une requête sur le port 443, qu'est-ce que tu dois en faire ? Est-ce que tu dois l'ignorer ou est-ce que tu dois la faire suivre à une machine du réseau ? Donc ici ça s'appelle du NAT, donc de la translation d'adresse, et donc la Livebox va dire quand j'ai une requête sur l'IP public port 443, je la fais suivre sur l'IP 192.168.1.40 port, et là j'ai décidé également d'utiliser le port 443 parce que c'était plus simple. Et donc c'est comme ça que le petit smartphone va pouvoir faire une requête, et cette requête c'est la Livebox qui va la faire suivre vers cette machine OpenMediaVault. Alors quand je dis la Livebox, c'est parce que ma Livebox a le rôle de routeur dans mon réseau. Si vous avez une box opérateur qui ne vous fournit qu'un accès à Internet basique et que vous avez votre propre routeur dans votre réseau, eh bien c'est votre routeur qu'il faudra configurer pour faire ce NAT, cette translation d'adresse, mais ça il faudra voir en fonction du matériel que vous avez. Une autre notion qui est à mettre en parallèle du NAT, c'est la DMZ. La DMZ, c'est une bonne pratique en termes de sécurité informatique qui vous permet d'isoler vos machines exposées à Internet dans un sous-réseau de votre réseau. Donc ce sous-réseau est isolé de votre réseau local, donc votre réseau interne. Et si jamais les services, donc les serveurs qui se trouvent dans la DMZ sont compromis,
quelqu'un essaye d'attaquer votre serveur, alors automatiquement ou manuellement, et arrive à contourner les sécurités que vous avez mis en place, eh bien, ce que fait la DMZ, c'est s'assurer que seules les machines qui se trouvent dans les ADMZ communiquent entre elles. Et donc au pire, vous compromettez tous les services qui se trouvent dans la DMZ, qui sont quand même des services qui sont assez critiques, hein, quoi qu'il arrive. Donc il faudra quand même faire très attention à très bien sécuriser vos machines, dont votre reverse proxy. Mais au pire, vous allez perdre ces machines-là, et les machines qui se trouvent dans votre réseau interne, elles ne seront pas affectées. L'attaque sera circonscrite dans la DMZ, et donc n'affectera au pire que les machines de la DMZ. Alors ça reste quand même relativement grave, et quoi qu'il arrive, il convient de très bien sécuriser les machines qu'on met dans son réseau local, mais aussi dans sa DMZ, donc en termes de version de système d'exploitation, en termes de version des services que vous faites tourner dessus, donc des serveurs web et compagnie, parce que si vous avez une attaque, évidemment, ça va avoir des conséquences. Moi, personnellement, je n'utilise pas de DMZ, je préfère avoir ma machine dans mon réseau interne. De toute façon, tous mes services se trouvent localisés sur ma machine, et gérer ça un peu plus finement, même si je connais aussi les conséquences que ça peut avoir si jamais je m'y prends mal, et que je laisse ouvertes des portes qui ne devraient pas être ouvertes. On a à peine démarré, il y a déjà des choses auxquelles il va falloir que vous pensiez ou que vous soyez informés. En particulier, pour votre adresse IP interne, donc votre adresse privée, pour la machine en tout cas qui va héberger votre service de reverse proxy, c'est assez intéressant d'avoir une adresse IP fixe, donc de déterminer une fois pour toutes quelle est l'adresse IP de cette machine. Pourquoi ? Parce que c'est une règle qui va être écrite en dur dans votre routeur, donc ici dans la Livebox, qui va dire pour toutes les requêtes qui arrivent, faut envoyer vers cette IP. Et si jamais l'IP de cette machine change, ça peut poser un petit problème. Alors il y a deux manières de faire les choses. Soit vous mettez en dur l'adresse IP dans la machine, adresse IP fixe, soit vous utilisez un service de DHCP et vous faites en sorte que l'adresse IP soit sur un bail DHCP statique. Ça c'est pareil, je l'ai expliqué dans la vidéo sur le DHCP, donc tout ça vous avez énormément d'informations pour comprendre comment ça marche. Soit en gros, l'adresse est écrite une fois pour toutes dans la configuration de la machine, soit en cas d'adresse IP statique, c'est le serveur DHCP qui va, de manière préférentielle, réattribuer toujours cette adresse IP à cette machine-là en l'identifiant avec son adresse MAC, de manière à ce qu'elle garde autant que possible cette adresse IP, un peu quelque part comme une adresse IP statique, mais avec quelque chose d'un peu plus configurable et d'un peu plus facile à gérer. Pour des services un petit peu critiques, surtout les services que vous exposez sur Internet, je pense qu'il est préférable d'utiliser de l'adressage fixe. C'est pas très compliqué à mettre en place et ça vous assure qu'il n'y aura jamais de panne. Côté IP public, maintenant, il y a aussi des questions à se poser. Par exemple, dans mon cas de figure, je suis chez Orange, et Orange pour les clients de type particulier, mais d'ailleurs même pour les pros, ne fournit pas d'adresse IP statique. C'est-à-dire que l'adresse IP que j'ai ici qui est publique peut changer quand Orange le décide. Alors dans mon cas de figure, c'est essentiellement lié au redémarrage de ma Livebox. Si j'ai une perte de connexion ou si elle a besoin de faire une mise à jour, je vais changer d'adresse IP publique. Mais c'est un gros problème parce que si le smartphone ici veut accéder à mon service Open Media Vault ou les services qui sont dedans en tout cas, si jamais l'adresse IP change, lui il n'est pas informé que l'adresse IP a changé et il va y avoir un souci. Et donc si ici vous avez une adresse IP publique statique, ça va être relativement facile à gérer dans la majorité des cas, mais si vous avez une adresse IP dynamique, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir mettre en place des mécanismes pour que votre nom de domaine, ici j'avais choisi domaine.com, ce nom de domaine, domaine.com, pointe toujours vers votre adresse IP publique du moment. Et comme elle peut changer, il faut s'assurer que ce soit toujours le cas. Des opérateurs qui proposent une adresse IP publique fixe, j'en connais au moins un, c'est Free. Et puis les autres, ça va être plus ou moins compliqué en fonction des cas de figure, mais la plupart ont des adresses IP dynamiques. Ces machines, quand elles communiquent entre elles, donc le smartphone avec Open Media Vault et donc les services hébergés par mon reverse proxy, elles communiquent via l'adresse IP, mais elles communiquent aussi via un port. Je vous l'ai expliqué, c'est le couple adresse IP et port qui permet de faire la translation d'adresse vers une adresse interne de la machine. En interne, sur votre serveur, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Les ports, c'est vous qui les gérez. Alors des fois, c'est un petit peu compliqué. On a des conflits de ports puisqu'on a plusieurs services qui ont besoin du même port. On se débrouille, on affecte d'autres ports au service. On se débrouille un peu comme on veut. Sur l'adresse IP publique, en général, chez la plupart des opérateurs, les ports sont disponibles, port 80 et port 443 en particulier, qui sont les ports les plus classiques, 80 HTTP, 443 HTTPS, donc HTTP sécurisé, mais il arrive, il me semble, c'est le cas chez l'opérateur SFR, que ces ports ne soient pas disponibles, pour des raisons de sécurité, il me semble, mais en tout cas faites attention que ces ports soient bien disponibles, que ces ports ne soient pas redirigés par défaut vers par exemple le service d'administration de votre box opérateur ou autre, parce que sinon vous ne pourrez pas les utiliser pour faire du routage vers des services internes de votre machine. Puisque vous pouvez
potentiellement router n'importe quel port externe vers n'importe quelle machine avec n'importe quel port interne. Donc ici, je vous ai montré un cas simple où une adresse IP publique et un port est routé vers une adresse IP privée et un port. Les ports n'ont pas besoin d'être les mêmes, mais de la même manière, en frontal ici, sur l'adresse IP publique, vous pouvez avoir plusieurs ports qui eux-mêmes envoie vers plusieurs ports d'une machine ou plusieurs ports de plusieurs machines. Donc vous pouvez avoir le port 80 qui emmène vers une autre machine, et puis le port 555 qui envoie vers encore une autre machine, votre machine de domotique par exemple. Donc vous pouvez gérer ça comme vous voulez. Ici c'est un cas simple où je vous montre comment on mutualise des services vers un reverse proxy. Pour accéder à votre reverse proxy et à vos services internes, il va y avoir besoin d'un nom de domaine. Alors le nom de domaine est en général pas obligatoire, on peut parfois s'en passer, mais si vous n'avez pas de nom de domaine, il y a un tas de choses qui vont en découler, et du coup vous allez avoir des problématiques qui vont surgir. Le nom de domaine il est particulièrement pratique, déjà parce que vous n'avez pas besoin de retenir votre adresse IP publique, c'est un petit peu laborieux, puis en plus quand elle change, je pense pas que vous seriez à même de la retenir, et donc c'est plus facile de retenir que vous avez le nom domaine.com que cette adresse publique là. Et donc il va falloir soit utiliser des services de nom de domaine dynamique. Je vous ai présenté par exemple le service DuckDNS dans une vidéo dédiée sur Nextcloud, qui est un service qui propose des noms de domaine dynamiques gratuitement, mais vous pouvez aussi acheter votre nom de domaine chez un fournisseur de services de votre choix pour avoir votre domaine à vous, et ce domaine-là, domaine.com, vous l'associerez à votre adresse IP publique, qu'elle soit dynamique ou statique, peu importe, mais vous l'associerez de manière à ce que votre service soit toujours accessible sur votre nom de domaine. Et ensuite, avec ce nom de domaine, domaine.com, vous avez deux possibilités. Vous pouvez définir soit des sous-domaines, soit vous pouvez définir des sous-dossiers. Donc subdomains en anglais et subfolders en anglais. Le sous-domaine, c'est ce que vous voyez ici, c'est le fait de faire un domaine qui est en fait une extension de votre domaine d'origine. Donc nextcloud.domaine.com, c'est un sous-domaine de domaine.com. Le sous-dossier ou subfolder correspondant, ça serait de dire vous avez domaine.com/nextcloud. Donc c'est deux manières de déployer vos services. Les deux sont intéressants, les deux peuvent fonctionner. C'est juste que les deux vont avoir des implications qui vont être différentes. Je peux pas forcément vous lister d'avantages et d'inconvénients. Moi je préfère le fonctionnement en sous-domaine, je trouve ça plus naturel et plus facile à gérer. Entre choisir un sous-domaine ou choisir un sous-dossier, ça va pas changer grand-chose. Normalement, les deux se gèrent de manière à peu près similaire. Votre reverse proxy, a priori, le gérera lui aussi plutôt bien. Le fait de choisir de gérer en sous-domaine, en sous-dossier, ou peut-être un mélange des deux en fonction de vos cas de figure, c'est un choix qui vous est propre. En fonction du cas de figure que vous allez choisir, il y a des choses qui changent. Et une des choses qui change, c'est un sujet qui est important, c'est le certificat. Pour que votre petit smartphone ici sache que la machine qui se trouve là, c'est bien la vôtre, et qu'il n'y a pas de risque que derrière le nom domaine.com, il y ait un pirate ou une autre personne qui ait pris ce nom de domaine et qui ait mis sa propre machine dessus, il est obligé de s'assurer que vous êtes bien dépositaire de ce nom domaine.com et que c'est bien vous. Et donc pour pouvoir le faire, vous créez un certificat, donc un certificat que vous associez à votre connexion HTTPS. Le certificat, c'est la petite icône que vous voyez dans votre navigateur, le petit cadenas pour vous dire c'est bon, la connexion est sécurisée. Et ça va permettre de garantir que sur domaine.com, le serveur qui va délivrer des ressources est bien le serveur connu qui a déposé le nom de domaine, domaine.com. Et donc il n'y a pas de risque que ce soit quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas s'attribuer ce domaine.com et donc se faire passer pour vous. C'est un mécanisme qui n'est pas possible tant que le nom domaine.com vous appartient. Et donc, ce certificat, il est soit sur le nom de domaine.com, soit, si vous utilisez des sous-domaines, il va falloir aussi protéger les sous-domaines. Nextcloud.domaine.com, jellyfin.domaine.com. Et pour faire ça, vous pouvez soit générer des certificats par sous-domaine, ce qui est très laborieux, soit utiliser la certification qui s'appelle wildcard, donc étoile en fait, donc ça fait étoile.domaine.com. Donc en gros, quand vous demandez votre certificat, vous pouvez demander un certificat qui va protéger domaine.com et étoile.domaine.com, et donc tout ce qui sera en étoile.domaine.com, donc Nextcloud, Jellyfin, Duplicati, etc., .domaine.com, sera aussi protégé par ce certificat, donc garantira que c'est bien la machine qui a émis le certificat qui héberge ces services-là. Et donc, quand vous allez émettre vos certificats, il faudra avoir déjà retenu une solution sous-domaine, sous-dossier, et si vous êtes parti en sous-domaine et que tous vos sous-domaines, ou une partie en tout cas de vos sous-domaines, sont gérés par le même serveur ici, Reverse Proxy, eh bien l'ensemble des sous-domaines gérés par votre service Reverse Proxy devra être dans le certificat géré par votre Reverse Proxy.
À vous de voir ensuite comment vous vous débrouillez, si vous avez plusieurs noms de domaine, si vous avez un seul nom de domaine, et si vous avez plusieurs reverse proxy ou un seul reverse proxy. Si éventuellement, par exemple, nextcloud.domain.com pointe vers un reverse proxy et jellyfin.domain.com pointe vers un autre reverse proxy, dans ce cas-là, il faudra deux certificats différents, un pour chaque reverse proxy, donc un pour chaque serveur, et donc il faudra émettre deux certificats et faire des certificats au niveau sous-domaine. Par contre, si votre reverse proxy héberge tous les services, là vous pouvez partir en wildcard et dire je certifie tout étoile.domaine.com. Pour la certification et la génération de certificats, vous pouvez vous débrouiller par vous-même, aller voir votre fournisseur de domaine, domaine.com ou un prestataire en ligne, lui demander d'émettre un certificat, mais la plupart du temps on utilise des services gratuits, comme le service de Let's Encrypt, qui est un service qui permet de générer des certificats, alors pendant une durée limitée, donc c'est des certificats qui sont valables en général 3 mois à renouveler, mais ça vous permet gratuitement de générer un certificat, de l'associer à votre nom de domaine, qu'il soit wildcard ou classique, et de l'enregistrer sur votre serveur. Et beaucoup de reverse proxy, ou en tout cas beaucoup de distributions de reverse proxy, proposent un service embarqué. Le service embarqué, en général, c'est Certbot. Certbot, qui est un outil qui permet d'automatiser cette génération de certificats, à la fois pour créer le certificat initial, mais aussi pour le renouveler, au-delà des 3 mois, en fait, quand le certificat est devenu invalide, pour pouvoir automatiquement recréer un nouveau certificat valide et remplacer le certificat existant. La seule chose qu'il faudra indiquer à ce type de service, donc Certbot, c'est est-ce que vous générez un certificat pour un domaine, pour un sous-domaine, pour un ensemble de sous-domaines, ou pour un wildcard, donc tous les sous-domaines d'un domaine. Donc ça, ce sera à vous de faire la configuration et de définir aussi le type de challenge pour générer ce certificat. Je fais une aparté rapide sur les types de défis parce que je me rends compte en discutant qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est et comment ça fonctionne, et c'est pourtant une clé de voûte quand on génère des certificats. On appelle ça un défi parce que quelque part, on vous met vous au défi, vous qui disposez d'un nom de domaine, au défi de prouver que ce domaine est à vous. Et il y a des types de défis que vous devez remplir pour pouvoir avoir un certificat. Donc pour ça, j'ai pris une ressource qui est la ressource de Let's Encrypt, mais vous pouvez trouver plein de ressources différentes, sachant que je vais vous en présenter deux qui sont les deux défis majeurs. Le défi HTTP 01, c'est le défi le plus classique. Pour générer un certificat à mettre sur votre serveur HTTPS, donc la partie sécurisée HTTP, eh bien il va falloir prouver que c'est vous, en déposant une ressource sur votre serveur HTTP qui se trouve dans votre domaine. Eh bien, cette ressource, qui va être un token, en fait, token émis par le service qui doit vous générer le certificat, eh bien, si vous arrivez à le déposer sur le serveur web qui se trouve sur le domaine, bah, c'est que forcément, c'est vous. Parce que vous avez accès à ce serveur web, et vous êtes normalement le seul à avoir accès à ce serveur web, et à pouvoir faire cette manipulation-là. Alors, l'HTTP 01, c'est probablement le défi le plus classique. Par contre, attention, vous voyez que ce défi nécessite d'avoir accès à un serveur web HTTP, donc non sécurisé. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir un port 80 ouvert et disponible sur internet pour que derrière ce type de challenge se passe sans encombre. Alors un challenge comme ça, je vous l'ai dit avec Let's Encrypt, c'est en gros une fois tous les 3 mois. Donc vous pouvez refermer le port 80 si vous déclenchez à la main le renouvellement de certificat, vous y pensez une fois tous les 3 mois. Mais si vous voulez l'automatiser, il faudra laisser en permanence le port 80 ouvert, et c'est pas terrible, surtout si c'est juste pour générer ce certificat, et ça vous empêche quelque part, au moins pour certains chemins de votre domaine, de rediriger automatiquement le trafic HTTP sur le trafic HTTPS, puisque l'objectif c'est qu'au moins le service qui a besoin de générer le certificat puisse accéder à cette ressource en HTTP. Donc ça vous fait une surface d'attaque qui est supérieure, vous allez être scanné en permanence sur le port 80 parce que c'est un des ports qui est le plus scanné, donc c'est pas forcément la meilleure idée, mais il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que pas d'autre solution de faire autrement. Le défi que personnellement j'utilise parce que j'ai acheté mon propre nom de domaine et que mon fournisseur de DNS me permet de le faire, c'est le défi DNS1. Le défi DNS1 se passe au niveau DNS. C'est-à-dire que, de la même manière, votre prestataire qui doit vous générer un certificat va vous fournir un token en tant que challenge, et votre objectif va être de créer un enregistrement texte dans votre service DNS en ajoutant ce token. Et donc, si vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez accès au service de DNS et donc au nom de domaine que vous demandez, et donc c'est que forcément c'est vous à nouveau. Alors le défi DNS1, il est plus compliqué à mettre en place parce qu'il nécessite de discuter avec son service de DNS et donc son prestataire de nom de domaine. C'est le côté qui est un tout petit peu plus compliqué. Par contre, il n'implique du coup rien sur votre serveur,
HTTPS ou HTTP, donc votre reverse proxy par exemple, dans le cas de figure de cette vidéo. Malgré tout, il a quelques inconvénients, en particulier la mise à jour des DNS n'est pas toujours instantanée, et donc c'est des challenges qui peuvent prendre un petit peu de temps et parfois échouer si le temps de propagation de la nouvelle entrée enregistrement texte dans votre serveur DNS prend du temps. Et vous avez d'autres challenges, je vais pas les passer en revue, certains ont été dépréciés, certains sont tellement récents ou modernes qu'ils sont à peine supportés par les serveurs web modernes. Le prochain qui sera certainement le plus important à connaître, ce sera le TLS Alpine 01, mais pour le moment, les serveurs web le supportent encore assez mal. Je crois que Nginx le supporte pas bien, Apache commence tout juste à l'implémenter correctement, donc ça c'est un petit peu trop tôt en fait pour se pencher sur ce type de certificat, qui lui est basé entièrement sur des challenges TLS, sur la partie donc HTTPS. Donc vous n'avez pas du tout besoin de jouer avec les DNS, et ça ressemble un petit peu au challenge HTTP, mais sur un niveau HTTPS, donc plus cohérent avec la mise en place d'un service sécurisé. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau des challenges, et moi je vous conseille, dans la mesure du possible, de vous renseigner, de mettre en place un défi DNS 1. Évidemment, ça c'est possible que si vous avez votre propre nom de domaine, et donc si vous faites du DuckDNS ou des choses de ce type-là, vous utilisez les services que vous propose DuckDNS, mais vous ne pourrez pas faire du DNS 1, puisque DuckDNS ne vous permet pas ce genre de choses. On parle depuis tout à l'heure de reverse proxy, ou serveur mandataire inverse en bon français, mais moi je vais parler de reverse proxy dans cette vidéo. Je vous ai expliqué tout à l'heure sommairement ce que c'est qu'un reverse proxy, et vous avez l'article Wikipédia si vous voulez en savoir plus sur le principe d'un reverse proxy. Un reverse proxy s'appelle reverse proxy parce qu'il fait en fait l'inverse d'un serveur proxy, et j'en ai pas parlé d'un serveur proxy, mais c'est assez peu utilisé pour des particuliers, donc je pense pas qu'il y ait besoin d'en parler plus que ça. Mais le reverse proxy, lui, il est beaucoup plus utilisé par des particuliers parce qu'il permet à des services ou des machines qui se trouvent sur Internet d'accéder à des services qui sont internes chez vous, donc on l'a vu, moi c'est Open Media Vault, et les services qui sont hébergés dedans, à travers donc ce reverse proxy, tout en permettant dans le reverse proxy de créer un ensemble de configurations, de règles, de sécurité, de choses de ce type-là, pour pouvoir faciliter quelque part la publication de ces services sur Internet. Et donc, c'est comme une façade quelque part où vous avez derrière un ensemble de prestations, et ces prestations ce sont vos services internes, et cette façade, ce reverse proxy, lui, il est là pour autoriser l'accès ou pas en fonction de est-ce que vous connaissez le bon mot de passe, est-ce que vous avez le bon certificat pour y accéder, des choses de ce type-là. Et si vous respectez un ensemble de règles, si vous avez la bonne adresse et des choses de ce type-là, il fait passer le trafic à vos services internes en les protégeant et en masquant quelque part ces services internes d'internet pour éviter qu'ils soient directement comme ça attaqués par exemple par des gens qui scannent vos adresses IP publiques et essayent de rentrer sur votre réseau interne. Des reverse proxy dont on parle beaucoup, il y en a principalement 3, mais il y en a d'autres évidemment. Il y a Swag qui est le nouveau nom pour l'ancien Let's Encrypt, qui n'a rien à voir avec le service qui génère des certificats qu'on a vu il y a un instant, mais comme c'est de l'open source, ce type de reverse proxy avait été nommé avec le type de service qui était hébergé dedans. C'est-à-dire c'était un reverse proxy qui avait un service de génération de certificats basé sur Let's Encrypt, et les gens qui avaient développé ça se sont dit on va l'appeler comme le service Let's Encrypt. Sauf que ce service en question, Let's Encrypt, ils ont demandé à ce que leur nom soit respecté et qu'il n'y ait pas une confusion entre ce serveur et leur service, et donc il a été renommé en Swag. Et Swag c'est un reverse proxy qui est basé sur le serveur Nginx, donc très classique, et il apporte des fonctionnalités, entre autres de génération de certificats, donc avec l'utilitaire Certbot dont je vous ai parlé, et puis d'autres outils comme Fail2Ban pour protéger des intrusions. Éventuellement, tout ce qui est fait dans ce serveur Swag, vous pourriez le faire en installant directement un serveur Nginx sur une machine, avec des lignes de commande, des choses comme ça, en paramétrant, en installant Certbot, en le paramétrant, etc. Ce que vous fournit Swag, en fait, c'est une préconfiguration pour vous faciliter la tâche, et que tout fonctionne bien, et surtout avec un niveau de sécurité acceptable, parce qu'on n'est pas tous des experts dans le domaine, et que c'est intéressant de s'appuyer sur l'expertise d'autres pour déjà gagner un petit peu de temps, et aussi se rassurer en disant qu'on ne commet pas de grosses erreurs, qu'il y a des gens qui ont pensé en amont, et que ce qui a été fait est en général bien fait. Vous avez un autre reverse proxy qui est assez connu, qui est Nginx Proxy Manager, dont le nom raccourci c'est NPM, mais faites très attention, ne cherchez pas avec le nom NPM sur Google ou sur un moteur de recherche, parce qu'NPM c'est aussi le nom du package manager de Node, donc Node Package Manager ça fait NPM, Nginx Proxy Manager ça fait NPM, c'est pas très joyeux parce qu'ils ont choisi tous les deux ça comme acronyme, sachant que Nginx Proxy Manager est passé derrière, mais ça fait que du coup il y a des ambiguïtés quand on cherche quelque chose d'un peu technique qui s'appelle NPM, et en général vous tomberez surtout sur Node. NPM il est extrêmement similaire
à Swag, par contre lui fournit une interface graphique. Donc c'est à peu près le même ensemble de services, mais avec une interface plus facile d'accès, une interface utilisateur plus facile d'accès. Ça a des avantages et des inconvénients. Je vous dis tout de suite, moi, le type de service que j'ai retenu, c'est Swag. Et celui que je vais vous présenter, c'est Swag. Il n'a pas d'interface graphique de configuration. Tout se fait en fichier. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous conseille de devenir quelque part, de monter en compétence et de devenir à l'aise avec ce type de choses, parce que c'est très bien d'avoir une interface graphique, mais quand les choses vont mal, quand votre interface graphique commence à te débloquer, ou que vous avez besoin de fonctionnalités un petit peu évoluées, de sécurisation et de choses comme ça, et que l'interface graphique montre ses limites, vous allez devoir basculer dans un monde où vous allez avoir accès à ces fichiers, et si vous ne savez pas les manipuler, si vous ne savez pas où ils se trouvent, si vous ne savez pas ce qu'ils contiennent et à quoi ils servent, vous allez être perdu, et donc, pour moi, c'est quelque part un aveu d'échec de partir sur un service à interface graphique. Certes, c'est facile d'accès, c'est rapide à mettre en place et c'est plus facile au départ, mais rapidement, si vous avez des situations un petit peu plus complexes, et moi par exemple, un des besoins que j'avais, c'était la sécurisation via du single sign-on, donc un type de SSO avec Ocelia, donc connexion unique à tous mes services, bon, pour pas répéter à chaque fois le mot de passe, eh bien ça, Nginx Proxy Manager le gère pas, et donc vous êtes obligé ensuite de chercher autre chose. Et donc ensuite, vous êtes obligé de commencer à bidouiller, à chercher des solutions, partir dans le système de fichiers, ça crée des conflits avec quelques configurations graphiques, en tout cas c'est pénible à gérer, et donc ça montre ses limites. Donc si vous avez des besoins basiques ou un petit peu avancés, mais pas trop, Nginx Proxy Manager va marcher très bien, mais dès que vous voulez vraiment gérer finement tout ce que fait votre reverse proxy, il va montrer ses limites. Et le dernier dont on peut parler, c'est Traefik, ou Traefik, mais je vais éviter de prononcer le AE comme ça, parce que c'est un petit peu pénible à la longue. Lui, c'est pareil, c'est un reverse proxy, mais par contre, il a une autre particularité, c'est d'être extrêmement bien intégré à Docker, Kubernetes, et ces types de services à conteneurisation. Et donc, quelque part, si vous êtes équipé d'un Docker, Portainer et compagnie, c'est quelque chose qui va être extrêmement sympa à mettre en place, puisque directement dans votre service de conteneurisation, vous allez y mettre des configurations pour gérer les proxys de manière plus ou moins automatique, leur niveau de sécurisation et les choses de ce type-là. Par contre, moi je trouve que ça t'invite des limites, c'est-à-dire que la complexité que vous n'avez pas quelque part dans vos configurations de reverse proxy, vous les mettez dans votre partie Docker. Et moi je trouve ça dommage parce que ça mélange tout. Ça fait mettre dans du Docker, du Kubernetes et autres, ça fait mettre des règles qui sont des règles spécifiques à un type de service, et ça fait que ça pollue un petit peu tout votre ensemble de conteneurs avec des règles qui sont spécifiques au routage de votre reverse proxy. Alors si vous aimez ça, si vous êtes à l'aise avec ce type de solution, je pense que ça peut être intéressant de regarder Traefik. C'est extrêmement connu, extrêmement utilisé, il y a énormément de vidéos sur ce type de service, donc vous trouverez des vidéos si vous êtes intéressé. Mais moi je vous l'ai dit, je vais vous montrer Swag. Swag, ça reste un Nginx, donc ça reste un web server assez classique, mais il arrive avec un tas de préconfigurations qui vous évitent de vous prendre trop la tête à réfléchir comment on configure tout ça. Vous avez juste à suivre quelques petits trucs logiques et vous devriez y arriver. On peut rajouter quelques petites choses pratiques pour le rendre plus automatisable, plus facile d'accès. Et puis derrière, vous avez la main complète sur tout votre système de reverse proxy. Et donc, vous pouvez même en changer sans avoir besoin de toucher au reste de ce que vous avez fait. Donc c'est pour moi très isolé, très localisé dans votre reverse proxy, et je pense que c'est la meilleure approche à avoir. Maintenant, à vous de voir, vous ne ferez pas de toute façon de mauvais choix en choisissant Nginx Proxy Manager ou Traefik, mais faites attention parce que ça coûte cher, une fois qu'on a fait un choix de reverse proxy, d'en changer après coup, parce qu'une fois qu'on a quelque chose qui marche, qui nous satisfait, et qu'on se rend compte tardivement qu'il y a des limitations, ou qu'il y a des trucs pas pratiques au quotidien, tout changer, ça prend du temps. Donc réfléchissez bien avant, renseignez-vous sur les 3 types de solutions. Moi je vous expliquais comme ça rapidement quelles sont les distinctions à faire entre Swag, Nginx Proxy Manager et Traefik, mais à vous de voir ensuite là où vous voulez investir du temps et ce qui vous semble le plus approprié par rapport au type de service dont vous avez besoin. Alors je vous ai dit qu'on allait utiliser Swag en termes de reverse proxy, mais on va même utiliser le livrable Docker Swag, c'est-à-dire que Swag en lui-même, c'est un reverse proxy qui peut s'installer dans un système d'exploitation. Donc vous avez, je sais pas, une Debian, une Ubuntu, etc. Et vous pouvez installer dedans Swag. Il va installer ses fichiers, etc. se mettre dans votre système d'exploitation. Comme, en fait, vous pourriez installer à la main chaque petite brique qui est constitutive de Swag, donc le serveur Nginx, Certbot et compagnie. Mais ce qui est aussi intéressant avec Swag, c'est qu'il a une livraison Docker, donc une livraison dans un conteneur, et donc à partir du moment où vous avez déjà un service de conteneur,
Docker. Vous pouvez très facilement déployer un serveur Swag, et ça va permettre d'avoir ce serveur Swag, donc ce reverse proxy, isolé de votre système d'exploitation. Donc vous pourrez très facilement l'allumer, l'éteindre, le mettre à jour, sans, quelque part, altérer votre système d'exploitation. Si jamais un jour vous changez d'avis, si vous avez des soucis avec votre service de reverse proxy, mais même aussi si vous voulez faire des backups de votre service de reverse proxy et quelque part à un moment donné changer de machine, vous pourrez très facilement redéployer votre conteneur sur une nouvelle machine, redéployer la configuration de votre conteneur sur cette nouvelle machine et repartir quasiment comme si de rien n'était. C'est beaucoup plus souple que d'installer ça en dur sur une machine, et ça va pas changer grand chose en termes de performance ou autre au quotidien, et donc moi je vous conseille d'avoir cette approche-là de conteneur. Et donc nous on va se focaliser sur cette vidéo, mais aussi dans les vidéos futures où je vais parler de reverse proxy, on va se focaliser uniquement sur Swag. Donc Swag, donc le nom complet c'est Secure Web Application Gateway, et je vous l'ai dit, Swag, si ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu et que ça fait longtemps que vous utilisez ce type de service, vous le connaissiez sous le nom ambigu de Let's Encrypt. Swag, il est super intéressant et je vous en fais la promo tout de suite parce qu'il m'a permis de mettre en place un tas de services. Donc déjà, Swag, il vient avec un tas de préconfigurations pour Nginx. Donc vous n'avez pas besoin quasiment de vous poser la question de comment on fait pour activer le service Nextcloud, activer le service Jellyfin, mettre en place un portail de supervision de Swag, des choses comme ça. Tout ça est déjà inclus dans Swag et ça se déploie de manière très facile. Donc vous avez des préconfigurations qui existent dans Swag, vous avez aussi des services additionnels, je vous ai dit, vous avez Certbot, vous avez Fail2Ban pour éviter de faire en sorte que des gens qui essaient d'accéder à vos services en essayant de deviner des mots de passe, etc., puissent avoir un accès aux machines. Si jamais ils font trop d'erreurs d'authentification ou ils scannent trop de ports par exemple sur la machine, eh bien ils vont se faire automatiquement bannir. Vous pouvez aussi ajouter des services de recherche géographique d'IP. Donc vous pouvez dire par exemple que les adresses IP d'Iran, d'Inde et des États-Unis n'ont pas le droit d'accéder à votre reverse proxy, et tout ça, ça se fait vraiment très facilement. Et vous avez accès en plus à des modes sur Swag pour rajouter des fonctionnalités, dont des modes, on verra peut-être dans des futures vidéos, des modes d'auto-proxy, donc un peu comme fait Traefik, juste en mettant un petit label dans vos conteneurs Docker, vous pouvez automatiquement activer une configuration de reverse proxy sur Swag sans avoir besoin de rentrer dans le jeu des fichiers de configuration, des choses comme ça. Donc vraiment un tas de choses extrêmement pratiques. Donc Swag, il va vraiment d'un niveau basique où vous pouvez tout gérer à la main, à un niveau où il vous accompagne avec des fichiers d'exemple, des fichiers de préconfiguration, et vraiment que des petites configurations à mettre en place pour que ça fonctionne bien. Et donc vous l'avez compris, on va parler à nouveau de conteneurisation, et comme on va parler de conteneurisation, on va reparler de Docker et de Portainer, puisque on va s'appuyer quelque part sur toutes les vidéos que je vous ai présentées par le passé. Donc n'hésitez pas à retourner dans mes vidéos précédentes, à reprendre les playlists. Je vous explique étape par étape comment on met en place sur de l'Open Media Vault, par exemple, comment on met en place Docker, Portainer, et comment ça s'utilise. Et donc vous allez voir qu'on va aller dans le détail comme ça sur la mise en place du service Swag, qui se trouve ici, la mise en place dans un environnement Docker avec du Portainer, donc pour aider de manière graphique à faciliter un petit peu la mise en place de tout ça. Mais vous voyez que j'ai bien un service Swag qui tourne avec un service Ocelia pour la partie sécurité. On va le faire étape par étape puisque je vous expliquais comment on va déployer ces conteneurs, comment on va les faire communiquer entre eux, et donc comment le serveur Swag, via son port 443, va pouvoir faire suivre des requêtes à d'autres services internes. Vous avez ici un ensemble, donc que je vous ai présenté en tout début de vidéo, donc vous avez du Heimdall, vous avez du Nextcloud, du Jellyfin, tout un tas de services qui se trouvent ici hébergés sur cette machine, mais qui se trouvent aussi hébergés sur d'autres machines chez moi. Donc comment ce service permet d'accéder à tout ça. Et par contre, pour le comment il permet d'accéder à tout ça, ça va être dans la prochaine vidéo. Ici, je vous l'ai dit, c'est plutôt théorique, c'est pour vous mettre en place un petit peu tout le contexte, les questions que vous devez commencer à vous poser, et une fois que vous aurez quelques réponses, eh bien on enchaînera avec une deuxième vidéo, où là on va commencer à mettre en place ces services, et voir comment tous ces conteneurs se mettent à communiquer, et comment votre reverse proxy, ici ce sera Swag, il a son accès à Internet, et il vous permet d'héberger tous vos services, en les rendant publics sur Internet, mais surtout de manière sécurisée, de manière à ce que tout le monde n'ait pas un accès illimité à vos services internes, et à vos données privées. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire, que vous avez récolté toutes les petites informations que vous avez besoin pour faire votre choix en termes de reverse proxy, et aussi l'étude technique chez vous de comment vous allez déployer votre reverse proxy. Faites très attention, c'est un élément critique le reverse proxy, c'est un frontal qui va venir protéger
toutes vos données personnelles, vos données les plus précieuses, très probablement. Et donc, si derrière vous y mettez des services comme Nextcloud ou des services d'accès à des données, c'est hyper important que votre reverse proxy soit très très bien sécurisé. Il va être sur Internet, il y a forcément, que ce soit des robots ou des gens mal intentionnés qui vont essayer d'y avoir accès, et donc il faut impérativement que tout soit correctement sécurisé. Et donc ça implique de bien comprendre comment on déploie tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les enjeux du déploiement de votre reverse proxy. Qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez chez vous en termes d'installation technique, mais aussi comment vous voulez vous y prendre pour déployer tout ça. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, donc probablement aussi un prochain épisode sur cette série sur le reverse proxy, où ce coup-ci on mettra un petit peu les mains dans le cambouis et on se mettra à installer un reverse proxy. Je vous montrerai comment je m'y suis pris pour déployer tout ça, et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on a la bonne méthodologie et on essaye de faire les choses proprement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.